Mesdames et messieurs, le bonjour et les manchettes de la presse nationale et internationale. Et on commence avec cette nouvelle ou cette manchette de la presse. La Tanzanie et l'Égypte inaugurent le barrage Julius Nyerere, un géant énergétique africain à Ahram el-Info, samedi 22 août 2026. Les dirigeants égyptiens et tanzaniens ont visité la centrale de 2115 MW, inspecté le poste de commutation de 400 kV connectant les réseaux tanzaniens et découvert le barrage en béton de 1036 mètres de long, doté d'une retenue de 34 milliards de mètres cubes. Le lancement officiel du projet hydroélectrique du barrage Julius Nyerere, situé dans la région de Mikalindio, en Tanzanie, a eu lieu samedi 22 août en présence de hautes personnalités. Construit par le consortium égyptien formé par les entreprises Arab Contractors et Swedi Electric, ce chantier monumental figure parmi les plus grands barrages d'Afrique. Représentant le président de la République Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Mustafa Madbouli a pris part à cet événement aux côtés de la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, selon un communiqué publié sur la page officielle du Conseil des ministres. Les deux dirigeants ont effectué une visite de terrain détaillée pour s'assurer de la finalisation et de la pleine disponibilité opérationnelle du site. Le parcours s'est poursuivi par la visite de la centrale hydroélectrique Powerhouse, une infrastructure abritant 9 turbines hydrauliques géantes d'une capacité unitaire de 235 MW, portant la production totale à 2115 MW. Et on a le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Dina El-Kurdi, une analyste politique. Bonjour, Dr Dina. Bonjour, monsieur. Alors, Dr Dina, vous avez suivi hier l'ouverture, l'inauguration du barrage Julius Nyerere en Tanzanie, où le Premier ministre Mustafa Madbouli a inauguré en compagnie de la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu. Alors, quel est l'impact de l'inauguration de cette infrastructure sur les réseaux électriques tanzaniens et sur la coopération énergétique entre l'Égypte et la Tanzanie? Docteur Dina, je crois qu'il y a un problème technique et on va contacter avec Dr Dina une autre fois et on va continuer avec un autre manchette de la presse où à l'Orient le jour, l'Iran a condamné les projets américains de nouvelles sanctions. L'Iran a dénoncé samedi les projets américains de nouvelles sanctions en vue d'exercer une pression supplémentaire sur l'économie de la République islamique et affecter ses partenaires commerciaux les plus importants, dont la Chine. Après quelques 6 mois de guerre, les deux camps ne s'affrontent plus militairement, mais ne montrent pour autant aucun signe de vouloir engager des pourparlers de paix. Les expéditions de pétrole sont pratiquement à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz, Téhéran menaçant de frapper tout pétrolier non autorisé qui tenterait d'emprunter cette voie maritime stratégique, tandis que l'économie iranienne subit déjà une pression considérable liée aux sanctions. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, doit tenir une conférence de presse lundi après avoir menacé l'Iran de sanctions les plus sévères de l'histoire. Il a également appelé la Chine, qui achète plus de 80% du pétrole exporté par l'Iran, selon des données 2025. Docteur Dina.
Allô, Docteur Dina? Docteur Dina, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, Non, oui, je vous entends, hein, je vous entends maintenant. Excusez-moi pour cette panne technique. D'accord. On retourne à notre première manchette de la presse où l'impact de l'inauguration de cette infrastructure barrage tanzanien Julius Nyerere. Oui, effectivement, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, monsieur, que ce barrage-là dispose d'une centrale qui est d'une très grande capacité de mégawatts et avec des turbines qui sont vraiment très grandes. Alors, voilà, ça c'est un autre type d'investissement, c'est l'investissement dans l'infrastructure, l'électricité, surtout bien sûr pour les Tanzanie, et aussi dans le domaine des transports et l'agriculture en premier lieu. Donc, ce barrage-là aura bien sûr beaucoup d'intérêt pour la Tanzanie et pour les autres pays aussi d'Africains, surtout aussi pour l'Égypte. Et alors, comment l'Égypte traduit son intérêt stratégique pour le continent africain? Et alors, ce que nous pouvons dire en fait entre les lignes, que en fait ce barrage-là, nous ne pouvons pas le considérer comme simplement un barrage. C'est un instrument de puissance douce en fait de la part de l'Égypte. Cela veut dire que l'Égypte n'est pas juste un pays qui se trouve dans le continent africain uniquement à travers la diplomatie politique, mais c'est à travers l'investissement, l'infrastructure, l'expertise technique et de suite. Alors, l'Égypte ne veut pas seulement être un pays du bassin du Nil, mais veut être quand même un acteur du développement africain. Ce que nous avons vu vraiment avec ce barrage-là, étant donné que ce barrage-là a été réalisé par le consortium égyptien Arab Contract Suez Electric, comme nous le savons. Et c'est une entreprise égyptienne. Alors ça, c'est comme, disons, un message pour dire que les entreprises égyptiennes sont là. Et l'Égypte veut renforcer sa présence en fait dans le continent africain et à travers tous les pays africains, à travers bien sûr ces entreprises égyptiennes. Exactement. L'Égypte ne s'oppose pas au développement des pays africains et aux projets hydrauliques. Et c'est toujours les quotas de chaque pays. Il faut garder, protéger les quotas de l'eau parce que c'est important pour le développement, mais de notre côté, de ne pas nuire aux autres pays pour l'eau qui est vitale pour l'Égypte, par exemple, dans l'eau du Nil. On a parlé, à notre manchette, on a parlé de l'Iran qui a condamné les projets américains de nouvelles sanctions suite à la crise du détroit d'Ormuz. Alors, de quelle manière l'administration américaine compte-t-elle utiliser le lever de sanctions économiques pour contraindre Téhéran à s'asseoir à la table de négociation tout en gérant la crise du détroit d'Ormuz? Alors, ce que nous avons vu ces derniers jours, que bien sûr l'Iran a fait quelques déclarations concernant le détroit d'Ormuz, et c'est lui qui contrôle le détroit d'Ormuz, étant donné que l'Iran donne sur ce détroit-là. Donc, du point de vue géographique, donc c'est sous le contrôle d'Iran. Mais après cela, nous avons vu quelques déclarations de la part de Washington et de la part du président Trump, disons que donc ce détroit-là, c'est sous notre contrôle, et après cela, nous allons déclarer une guerre vraiment qui est très grande si jamais nous n'allons pas contrôler tout ça, et si jamais l'Iran ne va pas arrêter ses bombardements, et ainsi de suite. Et après cela, nous avons vu par la suite une autre tactique de la part de Washington et d'autres déclarations concernant, par exemple, des sanctions économiques qui pouvont avoir lieu, bien sûr, sur l'Iran et pour n'importe quel pays qui peut être en contact commercial ou bien économique avec l'Iran. Alors, c'est pour cela que nous pouvons voir que c'est juste ce genre de déclarations, ce sont juste une certaine tactique de la part de Washington pour exercer une certaine pression sur l'Iran et sur tous les pays qui peuvent être en contact commercial avec l'Iran, comme par exemple la Chine. Alors, tout cela, ce sont juste des déclarations comme ça provocantes pour l'Iran et pour les autres pays. Mais on va voir, c'est-à-dire ça va aboutir vraiment à quelque chose dans les jours suivants ou non.
Docteur Dina, quel est le principal point de blocage qui empêche les États-Unis et l'Iran de passer d'un simple arrêt des combats à des véritables négociations de paix, à votre avis? Pardon, je ne vous ai pas bien entendu, monsieur. Je dis, quel est le principal point de désaccord ou de blocage qui empêche les États-Unis et l'Iran de passer d'un simple arrêt des combats à de véritables négociations de paix? Je pense à mon avis que maintenant, c'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on parle de négociations entre les deux pays. Et après cela, nous avons vu une certaine intervention de la part de l'Égypte, une certaine intervention aussi de la part des pays européens, de la part du Pakistan et tout cela. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a rien abouti à quelque chose. Alors, à mon point de vue, je vois que, c'est-à-dire, l'Iran, par exemple, de toujours, les États-Unis a une certaine vision que l'Iran, ça constitue comme une menace pour, par exemple, Israël et pour aussi toute la région du Moyen-Orient. Tandis que l'Iran, par exemple, a démenti toutes ces déclarations-là. Mais bien sûr, c'est-à-dire, si nous allons continuer donc dans cette situation-là, ou bien dans cette scène-là, donc je pense que ce que peut faire vraiment les États-Unis, c'est faire un blocage ou bien un embargo, par exemple, économique pour l'Iran, parce que l'Iran ne veut pas ne veut pas satisfaire aux besoins ou bien aux États-Unis et à Israël aussi. Oui. Docteur Dina, on va passer maintenant à notre manchette de la presse à l'Ahram Hebdo. Le Hamas veut participer aux législatives palestiniennes au sein de la plus large alliance nationale. On peut lire à l'Ahram Hebdo, le Hamas a affirmé sa volonté de participer aux prochaines élections législatives au sein de la plus large alliance nationale palestinienne possible, estimant que ce scrutin devait consulter une occasion de bâtir un système politique consensuel associant l'ensemble des forces palestiniennes. Selon le porte-parole du Hamas, Hazem Qasem, le samedi 22 août, il a déclaré sur sa chaîne officielle Telegram que cette orientation vise également à ouvrir largement la voie à la formation d'une direction nationale unifiée chargée de gérer l'ensemble des questions nationales de manière collective et participative. Alors, la question maintenant, la participation du Hamas à des législatives au sein d'une alliance nationale indique-t-elle un engagement préalable à renoncer à la lutte armée ou la question des armes reste-t-elle un préalable incontournable imposé par la communauté internationale? Ok, alors donc nous espérons un tel engagement de la part de Hamas, donc dans cet accord-là consensuel entre toutes les forces palestiniennes. Nous espérons que cela va aboutir à quelque chose. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec le désarmement aussi de Hamas, parce que Washington et Israël voient que le désarmement de Hamas, ça c'est une phase qui est vraiment très importante dans les négociations. Mais ce que nous voyons vraiment ces jours-ci, ou bien ça date depuis longtemps, que vraiment les partis palestiniennes qui sont vraiment répandues ou bien c'est-à-dire en pleine expansion en Palestine, donc toutes ces partis-là ou bien toutes ces forces palestiniennes-là doivent se mettre d'accord sur quelque chose, sur vraiment un seul engagement et un seul accord pour voir par la suite ce que nous pouvons avoir dans les négociations maintenant qui se tiennent et pour voir c'est quoi donc après la guerre. L'après-guerre. Donc nous devons vraiment parler d'après-guerre. Si le désarmement va avoir lieu, après cela, l'après-guerre, donc qu'est-ce que nous allons avoir par la suite? Qui va gouverner Gaza? Qui va par exemple gouverner la Palestine? Et après cela, donc, qui va faire construire les infrastructures? Qui va parler au nom en fait de la Palestine? Oui. Et donc ça, c'est très important. Et donc voilà, ça c'est une étape, c'est une bonne étape de la part de Hamas, mais nous espérons que cela va aboutir à quelque chose, parce que depuis longtemps, on voit vraiment des accords ou bien des réunions qui se tiennent toujours, mais vraiment ça n'aboutit à rien, parce que vraiment il y a une certaine dispersion entre les parties palestiniennes. Oui, bien sûr, l'unité nationale palestinienne ou interpalestinienne, c'est important pour n'importe quelle négociation avec les Israéliens.
Alors, docteur Dina Al-Kurdi, vous êtes analyste politique. Merci bien d'être avec nous, mon chef de la presse, et vos explications. Et voilà, mesdames et messieurs, maintenant on arrive à la fin des manchettes de la presse nationale et internationale. Merci d'avoir